Aladji Mohamed Ouabo Ousmane parti, le jour et l'œil du Sahel portent le deuil. Ce qu'il faut retenir de l'homme d'affaires disparu à 86 ans est à lire dans les colonnes de l'économie quotidien, mais également dans la voix des jeunes. Le tri-hebdomadaire rend surtout compte des obsèques officielles décidées par le chef de l'État à Ngaoundéré. De Ngaoundéré à Yaoundé, siège des institutions, ce qui fait l'actualité cette semaine, c'est la célébration du cinquantenaire de l'ESTIC. L'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication a atteint, selon Cameroun Tribune, l'âge de la maturité. Celui qui fait par contre ses petits pas dans notre contexte, c'est la Cameroun Digital Week, dédiée à la promotion du numérique. L'événement, ouvert par le Premier ministre chef du gouvernement, a largement été relayé dans la presse. Le drapeau et défis actuels rendent notamment compte des moyens mis en œuvre par le gouvernement pour la transformation digitale au Cameroun. Achevons notre revue par le journal dirigé par Georges Alain Boyomo, qui fait une fois encore écho à la catastrophe meurtrière de Mbankolo. Objectif, annoncer les premières sanctions tombées. 5 responsables en service au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières ont été suspendus pour délivrance des titres fonciers irréguliers, précise à cet effet mutation. Fin de la revue de presse. Place au débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 8 octobre dernier, à Mbankolo, c'est ici à Yaoundé, un drame qui a causé la mort d'une trentaine de personnes. Dans la parution du 17 octobre, le quotidien Cameroun Tribune indique que les fouilles se poursuivent dans l'espoir de trouver des victimes qui manquent à l'appel. Mais l'élément nouveau à ce dossier, c'est le communiqué rendu public cette semaine foncière. En date du 17 octobre, le communiqué signé par le ministre Henri Eyebe Ayissi signale une fraude dans l'établissement des titres fonciers. Précisément, il est établi que la situation juridique de 2 titres fonciers sur le site sinistré. Au terme des enquêtes prescrites, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a été amené à signer le 13 octobre dernier les actes constatant du premier titre foncier et superficie du second titre. Saint de presse se saisit de cette actualité pour soumettre au débat de ce soir la question de l'accès aux espaces domaniaux et fonciers au Cameroun, pour le cas de Mbankolo et d'une manière générale sur les fraudes qui poussent l'administration à la faute en établissant des titres fonciers dans des espaces relevant du domaine public, naturel, insusceptible d'appropriation privée et impropre aux constructions à usage d'habitation. Pour en parler, nous bénéficions de la présence dans ce studio du docteur Raoul Roger Bélibi. Bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir aux chers téléspectateurs de la CRTV. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes le directeur des domaines au ministère des Domaines du... Bienvenue. En face de vous, Alain Massouka, bonsoir. Bonsoir Séverin. Ravi de vous accueillir. Merci. Journaliste chef de la cellule de communication au MINCAF, ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières également. Tout à côté de vous, Georges Parfait-Oundi, bonsoir. Bonsoir Séverin. Merci d'être là. Merci, c'est à vous que je dis merci. Journaliste, secrétaire de rédaction du journal Essingan. Et enfin, je présente Christian Dumade. Bonsoir. Bonsoir Séverin Legambélé, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Journaliste également, le drame de Mbankolo, il vous parle toujours? Absolument, la question est d'actualité. Vu qu'il y a eu beaucoup de morts dans cette affaire, on ne saurait la laisser passer comme d'autres affaires de la République qui ont généralement ébruté et ils sont repartis aussitôt. Il est nécessaire que l'administration, en premier, trouve une solution définitive à ce problème d'occupation des zones interdites. Voilà. Donc, mais l'administration... Les services du Premier ministre parlent de l'incurie humaine quand même. Il ne faut pas seulement indexer l'administration. Ceux qui sont allés construire là-bas, Georges, parfois vous dit, sont tout aussi responsables de ce qui est arrivé. Je veux bien admettre que les populations qui partent construire dans des zones à risque soient responsables. Mais vous savez, si dans une salle de classe, on va dire qu'il n'y a pas de bons résultats parce qu'il y a le chahut tout le temps,
alors qu'il y a des surveillants, des enseignants qui doivent veiller à la discipline, ça pose un peu problème. C'est-à-dire que les gens iront toujours... Déjà, nous vivons dans un monde qui a des codes, qui a des lois. Et ces lois-là existent justement parce qu'on a trouvé qu'il fallait réguler. Et dans la régulation, il y a quelqu'un qui doit veiller à ce que tout soit respecté. Sinon, les gens iront dans tous les sens, sachant très bien, on sait très bien parfois que nous sommes en train de violer des règles de droit, mais nous y allons quand même. À ce moment-là, il y a donc quelqu'un qui veille et qui vient vous dire stop. Et c'est à ce niveau-là qu'on indexe l'État à tous les niveaux, parce que dans tous les cas, il y a quelqu'un qui doit veiller. Si des gens vont s'installer dans des zones à risque, c'est à quelqu'un de venir leur dire là où vous êtes. Parce qu'on ne prend pas toujours la mesure, on ne prend pas toujours conscience qu'on est dans le danger. C'est comme lorsqu'on dit sur la route, rouler à 60, rouler à 100, rouler à 80. Il y a quelqu'un qui va s'amuser à rouler à 200. On va lui dire que, monsieur, là où vous êtes, là, cette route ne vous permet pas d'aller à cette vitesse. C'est la même chose avec les habitations. Vous ne pouvez pas construire ici parce qu'il y a risque, à long ou à court terme. Donc il faut toujours que quelqu'un veille, et la personne qui doit veiller, c'est l'État ou ses représentations. Alors l'État et ses démembrements, il faut dire que ces démembrements sont quand même nombreux. Il y a le ministère des Domaines, il y a le ministère de l'Habitat, il y a beaucoup d'administrations qui s'impliquent. Est-ce que tout cela ne rend pas la tâche difficile là? Non, pas vraiment à mon avis. Je pense qu'il y a une organisation gouvernementale, les attributions sont claires pour les uns et les autres, les frontières également. Je crois que le problème de fond, c'est qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et je pense qu'on est dans cette perspective, même si parfois il y a soit des relâchements, soit des errements. Mais c'est vrai, je vais quand même marquer un point sur le constat et le diagnostic que nous faisons sur ce plateau, sur cette question précisément. C'est que il y a comme une espèce de dilemme entre les pratiques individuelles et les normes qui sont édictées, qui font, n'est-ce pas, le fondement de la régulation, ainsi que le disait Parfait tout à l'heure. Vous avez également des aspects qui concernent les enjeux sociaux. Parce que vous savez que parfois les sociétés, comme elles sont inscrites dans la dynamique du changement, il faut faire attention même quand vous êtes dans les positions de la décision. Dans le cas d'espèce, je crois que la régulation, elle doit s'exprimer. En ce qui concerne le ministère des Domaines, du Cadre des Affaires foncières, je crois que depuis 2019, avec l'arrivée du ministre Henri Yeba ici, vous voyez que les lignes bougent. Parce que vous savez, les questions, notamment en ce qui concerne les aspects fonciers, domaniaux, cadastraux, et même patrimoniaux, parce que c'était cela notre intitulé, il y a eu, pendant un certain temps, beaucoup de pratiques qui se sont encastrées dans les mentalités, facilitées par un affairisme parfois débordant. Vous savez que la puissance de l'argent fait parfois en sorte que les gens parfois perdent des repères. Mais avec l'arrivée du ministre Henri Yeba ici, on a bien vu que des lignes sont en train de bouger. Elles sont en train de bouger à la fois sur non seulement la vigilance qu'il met dans toutes les questions procédurales, je veux dire, mais également sur le fonctionnement, mais fondé sur la légalité. Je peux vous garantir, entre autres par exemple, que le traitement des dossiers aujourd'hui a gagné un peu en célérité. Aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir écouter chez nous au MINCAF, n'est-ce pas, des procédures qui prennent du temps, des années, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est un. De deux, les pratiques de corruption chez nous, on ne va pas dire qu'elles n'existent pas, mais il faut savoir que lorsque nous avons l'information sur ces pratiques, écoutez, le ministre Henri Yeba ici, dans les mesures qu'il prend au quotidien dans cette administration, il est expéditif et réactif. C'est le cas de l'objet qui fait votre sujet d'actualité aujourd'hui. Il y a une panoplie de dispositions qui permettent que, entre les mauvaises pratiques des individus, mais les normes et les codes de la légalité républicaine, que le bon milieu soit trouvé et que la restauration de l'État soit toujours mise en place et qu'elle soit toujours appliquée. Monsieur le directeur, le drame survenu en Bankolo, est-ce qu'on ne le voyait pas venir au ministère des Domaines? On n'avait jamais prévu ça, on ne se posait pas de questions. Il n'y a pas que Bankolo, il y a d'autres zones aussi. Oui, c'est vrai. Au niveau du ministère des Domaines, nous nous occupons beaucoup plus des procédures et nous veillons à ce que, autant que faire se peut, des documents ne soient pas délivrés à des endroits interdits. Il est donc parfois difficile pour nous de voir, de dire, est-ce que nous voyons venir, l'administration est assez organisée, il y a des administrations qui s'en occupent, on voit venir. Chacun, dans sa sphère de compétences, prend les mesures nécessaires. Comme le disait Alain tout à l'heure, le ministre, depuis son arrivée, a
marteler ses collaborateurs, tant au niveau des services centraux que nous sommes, qu'au niveau des services déconcentrés qui mènent, qui portent les mesures, qui portent les procédures qui conduisent à l'établissement des titres fonciers, à la délivrance des documents qui permettent l'occupation du sol. Et il y veille. Comme vous voyez, les sanctions arrivent parce qu'il avait déjà sensibilisé. Le communiqué du ministre des Domaines, celui qui nous sert de base de travail, est assez clair. Il traduit des actes constatant la nullité d'ordre public du premier titre foncier, annulant la rectification de la superficie du second titre. Nous disons qu'il y a 2 titres en discussion ici. Le ministre rappelle par ailleurs que l'accès aux espaces domaniaux et fonciers du Cameroun est garanti pour tout citoyen et pour toute autre personne selon le statut du terrain et des modalités d'appropriation prévues par les textes en vigueur pour promouvoir une propriété foncière juridiquement sécurisée et stable à l'effet d'assurer à l'ensemble de la population les conditions nécessaires pour l'accès à la terre. Et on dit bien que c'est une politique qui est recommandée par le président de la République. Maintenant, revenons sur le cas qui nous préoccupe. Il ressort du rapport établi par les services compétents du MINCAF. Le MINCAF, c'est le ministère des Domaines, on va en parler comme ça. Le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Il ressort donc que sur le corridor de la zone de Mbankolo affectée par le sinistre, on a pu identifier 2 titres fonciers qui avaient été établis sur la base des éléments de fraude. C'est une situation de la part des demandeurs, fraude qui a provoqué la faute de l'administration. Comment le comprendre, M. le vétéran? Oui, nous allons le comprendre en 2 temps. Le premier temps, c'est de revenir un peu sur la procédure d'établissement du titre foncier, pour qu'on comprenne. L'établissement du titre foncier commence à la base par la commission consultative qui est pluridisciplinaire. Nous avons à sa tête le sous-préfet compétent, parmi le rapporteur étant le chef de service des domaines compétents. À la suite, nous avons le service du cadastre comme membre et le représentant soit du ministère de l'Habitat et du Développement urbain en zone urbaine, soit le représentant du ministère du MINADER en zone rurale, et nous avons les représentants des notabilités traditionnelles, c'est-à-dire le chef et 2 notables. Vous voyez donc que la composition est tellement cosmopolite et elle permet qu'on puisse savoir quelle est la vérité sur ce terrain, quel est le statut du terrain. Et éviter les irrégularités. Oui, éviter les irrégularités. Est-ce vraiment le domaine national? Oui, il y a, tout le monde peut le dire, et il y a les notabilités traditionnelles qui vont nous affirmer, oui, c'est le domaine national, mis en valeur par le demandeur ou pas. Ou alors jusqu'où le demandeur peut prétendre avoir un droit de propriété. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, nous avons dans les différentes administrations permettent, selon leurs compétences, de cerner les usages de ce site-là. Est-ce que ce site est propice à l'habitat, si nous sommes en zone urbaine? Est-ce qu'il est propice aux cultures, si nous sommes en zone rurale? Est-ce qu'il n'y a pas est-ce que cette zone n'a pas été déclarée zone à risque? Donc, nous avons le MINAT à travers le sous-préfet. Alors, une fois que cela a été fait et que le dossier est validé, le titre foncier est délivré après publication au bulletin des avis domaniaux et fonciers. Mais pour le cas de Mbankolo, on a constaté qu'il y avait des fraudes, il y avait des irrégularités. Ça vous fait réagir un peu, Georges? Tu parlais tout à l'heure, Georges Parfait, tu parlais de cette administration, ces administrations qui doivent se mettre ensemble pour établir des responsabilités, que chacune puisse jouer son rôle. Mais là, le titre a été délivré, mais après le drame, on constate qu'il y avait des irrégularités. C'est ma question. Justement, Souverain, Alain a parlé tout à l'heure des usages. C'est-à-dire qu'il y a la loi, il y a la lettre, et puis il y a les comportements des hommes qui sont chargés de faire respecter cette loi-là. Et généralement, lors de l'établissement des sites fonciers et toutes ces commissions qui descendent, il y a beaucoup d'argent qui circule aussi. Ça fait qu'il n'est pas toujours possible, à la fin, d'avoir la vérité. J'aurais voulu ajouter la vérité vraie sur
les déclarations des uns et des autres. Parce que vous voyez, il arrive que, comme il est de coutume dans les zones où les gens font ces transactions foncières, là où les chefs même sont contestés, vous allez voir un titre foncier qui est contesté par les membres d'une famille, justement parce qu'il y a eu un tripatouillage au début. Mais comment on arrive à le faire? Parce que le directeur nous déroule la composition des équipes techniques. Le directeur donne la norme. Est-ce qu'on arrive? Et maintenant, dans la pratique, il y a des micmacs qui se font entre les membres de toutes ces commissions-là, qui font qu'à la fin, on se retrouve parfois avec des gens, et il y a eu des problèmes, généralement, vous savez, Singansui un peu, tout ce qui se passe au ministère du cadastre. Il y a eu des moments où on a retrouvé des gens qui avaient une immatriculation directe et qui ne justifiaient pas de l'autochtonie dans cet endroit. Or, c'était la base à l'époque. Et vous voyez qu'il y a donc, et c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a circulé, il y a eu des gens qui se sont montrés faibles devant toutes ces grosses sommes d'argent et qui ont réussi à acquérir ces papiers officiels en violation de la loi. Or, au départ, si vous allez seulement vérifier les papiers, ils sont en règle. Les papiers sont en règle parce qu'il y a eu des déclarations. Ces déclarations-là sont donc faites sur quelle base? Juste sur une base de corruption. Et tout, ça peut arriver. Et c'est des choses qui sont très difficiles à combattre au quotidien. On peut comprendre la difficulté du personnel du ministère des Domaines à ce niveau-là, parce que quand l'argent a déjà circulé, quelqu'un est prêt à vous dire tout et n'importe quoi. Ah oui, et ce n'est pas étonnant, c'est vrai, qu'il y ait plus de 50% des problèmes en justice, soit des querelles foncières. C'est parce qu'il y a un ensemble de pratiques de corruption et autres qui se l'accès à la terre, c'est déjà déjà un enjeu important. Hein. Il faut peut-être, on va mettre de l'argent, on va mettre tout ce qu'on veut, mais l'accès à la terre, c'est un enjeu important pour les sociétés modernes que nous sommes. Tout à fait. On continue. Tout à fait. Donc, et je dis, il y a péril sur la terre, parce que je vous dis, tel que nous fonctionnons, il est très possible qu'il y ait qu'on s'achemine vers une sorte de soulèvement lié à ces problèmes de terre. C'est tellement légion dans nos quartiers, dans nos familles, que l'administration, à un moment donné, n'est plus la garantie de la sécurité pour avoir des terres. Vous avez dans un ministère comme le ministère du Domaine, où on attribue 2, 3 titres fonciers sur une même parcelle, et puis demain, c'est des conflits qui éclatent. Vous avez des personnes qui s'installent sur des zones à risque. C'est connu de tous. Parce qu'aujourd'hui, on parle du communiqué du ministre des Domaines. Je crois qu'on est en train de vouloir soigner la mort que de soigner la maladie. Ce sont des problèmes connus. C'est peut-être parce que Mbankolo est d'actualité que le ministre est allé un peu investiguer l'ensemble du périmètre concerné pour dénicher 2 titres fonciers frauduleux. Mais c'est loin d'être la raison de la catastrophe à laquelle nous assistons en ce moment. Donc, pour dire que il faut, à un moment donné, que toutes les administrations concernées par des questions foncières prennent, à partir de ce moment, ce prétexte de Mbankolo pour résoudre les problèmes de fond qui se posent. La focalisation semble sur Mbankolo aujourd'hui, alors que il y a une chaîne de responsabilité. Je n'entends pas beaucoup le maire de la ville se prononcer sur la question. Or, Yaoundé a beaucoup de zones à risque occupées. Les mairies et autres, c'est assez alarmant. Et je me dis, si on veut traiter ce dossier comme on le traite généralement, tous les, entre guillemets, les buzz qui éclatent et s'en vont le lendemain, on en sera encore là, à se retrouver ici pour parler, pour faire le même débat, avec les mêmes responsables, qui nous expliquent comment le ministre a pris une décision, le ministre a décidé de retirer des titres fonciers, le ministre a fait ceci, a fait cela. Monsieur le député, vous allez revenir sur les aspects techniques pour qu'on comprenne la décision du ministre exactement. Je crois que il va absolument parler. Je crois qu'il faut apporter quelques rectificatifs. Hein. D'abord, on ne fait pas un travail parcellaire, on ne fait pas un travail, j'ai envie de dire quoi, pour impressionner, non. Au MINCAF, il y a une dynamique, en tout cas, de ce que je peux répondre en tant que modestement responsable de la communication. Il y a une nouvelle dynamique au MINCAF. Sur les questions des procédures, je crois qu'il y a un élan de restauration de pratiques conventionnelles. Ce qui était un peu, on a le sentiment, hein, c'est mon avis personnel, comme dans une espèce de prise d'otage des individus. L'une des lignes de cette dynamique, c'est la restauration de la légalité.
le ministère des Domaines prend ses prérogatives. Je voulais le rassurer que sur ce point-là, je crois que beaucoup de Camerounais sont bénéficiaires. Nous n'en parlons pas tout le temps, nous pouvons le faire quand nous le voulons. Ça, c'est la première chose. Au-delà de la dynamique, et justement, dans le prolongement de cette dynamique, il est question de pouvoir rappeler à tout moment, quand cela s'impose, ce que l'État du Cameroun... Et non quand les catastrophes l'imposent. Non, pas forcément. Pas forcément, justement. C'est pour ça que je voudrais quelque peu relativiser. Pour vous dire que si vous suivez notre actualité, vous allez remarquer, quand vous regardez la météo médiatique, notamment, en l'occurrence, parce que ce n'est pas les seules actions de communication que nous essayons d'entreprendre, vous allez remarquer que nous sommes en alerte quasiment de manière permanente. Donc dans cette dynamique-là, au-delà de la restauration de l'autorité de l'État, à travers les pratiques, des procédures, ainsi que vient de le dire le collègue du MINCAF, monsieur le directeur, il faut que vous sachiez que c'est une véritable vision qui est impulsée aujourd'hui au MINCAF. Cela peut se vérifier, que ce soit sur le respect des procédures, parce qu'elles existent, bon ou mauvais, c'est elles qui existent et c'est elles qu'on applique. Dès que le cas échéant se présente, nous le faisons. Que ce soit dans les comportements des individus, alors à ce niveau, au ministère des Domaines du Cadre des Affaires foncières, le ministre met un accent particulier sur le respect des procédures, y compris par ses collaborateurs. C'est la raison pour laquelle les sanctions sont immédiates. À partir de ce moment, ça veut dire que vous avez l'épée de Damoclès au quotidien. Je vais vous donner un exemple, cher ami. Quand vous écoutez au ministère des Domaines, vous allez apprendre qu'il y a une pratique au niveau administratif. C'est la question des nominations. C'est la question des... j'ai envie de dire quoi? Quand on vous décharge. Au MINCAF, c'est pratique courante. Pourquoi? Parce que justement, il s'agit dans cette approche managériale d'empêcher que les gens puissent ériger des postes de responsabilité comme des féodalités individuelles. Vous nommez un poste, vous pensez que c'est votre domaine foncier, que vous pouvez donc faire développer des pratiques de concussion, des pratiques j'ai envie de dire quoi, de racket ou d'arnaque aux usagers. Vous remarquerez, monsieur, que au ministère des Domaines, actuellement, les postes sont très mobiles pour permettre justement que, d'une certaine façon, les gens ne s'enferment pas, ne s'enracinent pas dans des pratiques qui peuvent les ériger en toute puissance. Ça là, c'est un élément de management pour permettre que, justement, les gens puissent respecter l'autorité de l'État, mais aussi la chose qui appartient à l'État. Monsieur le directeur, vous étiez en train de nous expliquer comment on peut comprendre. On ne voit pas toujours à quel niveau se trouvent les éléments de fraude qui ont été détectés, qui ont été identifiés dans l'établissement de ce titre foncier. Oui, vous le puisque voyez. C'est l'administration qui est chargée de ces affaires qui s'en est occupée. Oui, c'est vrai, mais vous ne m'avez pas laissé aller jusqu'au bout de mon développement. Alors vous voulez absolument parler, il fallait qu'on lui donne un peu la parole. C'est normal. Donc, au ministère des Domaines, le ministre se prône le respect de la lettre et de l'esprit des textes en matière foncière et domaniale. Pour ce faire, je voudrais quand même recadrer et dire que l'immatriculation par voie l'immatriculation directe n'est pas réservée seulement aux autochtones. Elle est réservée à tous ceux qui ont mis en valeur le domaine national avant le 5 août 1974. Parce qu'il faudrait que l'opinion le retire. Bon. Pour le cas de Bankolo. Pour le cas de la fraude sort d'où? Il y a les demandeurs et l'administration qui reconnaissent sa faute. C'était quoi la faute de l'administration? Maintenant, après avoir déroulé la procédure, le décret numéro 76/165 du 27 avril 1976 relatif à l'établissement des titres fonciers, en son article 2, alinéa 3, dit bien que le titre foncier peut être retiré en cas de fraude ou de faute de l'administration. Et la nullité peut en être également constatée dans certains cas. Et c'était le cas de Bankolo. Le ministre est donc là pour restaurer le bon ordre. La commission et les responsables compétents ont travaillé. Il y a eu tout ce que les uns et les autres ont dit. Le ministre vient rétablir l'ordre. En Bankolo,
il y a eu une augmentation irrégulière d'un titre foncier. Le titre foncier 0532, Banfundi. Le ministre a donc annulé cette augmentation qui est donc allée au-delà du domaine national pour intégrer le domaine public, pour intégrer une zone à risque. On ne comprend pas très bien. Quelqu'un a acheté du terrain, peut-être 100 mètres carrés, et puis à la fin il se retrouve avec 200 mètres carrés. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand on vous dit qu'il a dépassé le domaine, ces expressions ne sont pas toujours à la portée des téléspectateurs. Voici ce que nous voulons dire, c'est vrai. Vous avez un titre foncier avec une superficie X ou Y. Mais chemin faisant, on se retrouve que vous avez une superficie qui a augmenté de 200 mètres carrés. Alors, est-ce une procédure régulière qui a abouti à cette augmentation? C'est l'enquête qui révèle que non, il n'y a pas eu la procédure idoine. C'est-à-dire, comme on a dit, il y a dû avoir des tractations sournoises qui ont donc abouti à l'augmentation irrégulière de la superficie. C'est la raison pour laquelle le ministre annule, donc lui qui est l'autorité du ministère des Domaines, du cadastre et des affaires foncières, annule cette augmentation irrégulière. Maintenant, l'autre titre foncier qui, lui, par contre, dont la nullité a fait l'objet d'un constat de nullité, parce qu'il a été établi dans la zone déclarée à risque dans le domaine public. C'est la raison pour laquelle on constate la nullité, parce qu'il est nul. Il est réputé n'avoir jamais existé. Imaginez, on fait un titre foncier sur la route. C'est un titre foncier, c'est un papier, mais on vient juste constater qu'il est nul, parce qu'il est nul de par la nature de la procédure qui a fait en sorte qu'il soit établi. Donc en Bankolo, voilà comment est-ce qu'on s'est retrouvé avec des titres fonciers dans le périmètre, dans le corridor, qui n'était pas destiné à ce genre de documents. Alors, je vous pose la question. Georges Parfait, vous allez prendre la parole. Le fait qu'on ait eu ces deux titres-là, est-ce que c'est intimement lié au drame qui est survenu? Non, pas vraiment. Pas vraiment, non. Écoutez, le ministère des Domaines, à la vérité, ne vient pas, en notre sens, régler toute la compréhension sur le lieu du sinistre. Peut-être que le ministère s'est investi cette fois-ci parce qu'il y avait déjà un drame et les gens commençaient à parler. Mais c'est vrai, vous avez commencé à dire... Quelle est l'opportunité de cette communication? Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, la question de l'annulation ou du retrait des titres fonciers dans d'autres localités. Ouais. A-t-on eu besoin d'avoir des morts? Je crois pas. Je vous ai dit qu'on est dans une dynamique. Il y a une vision qui est claire en termes de gestion. C'est vrai. Évoquons les aspects du faux. Il n'y a pas 2 ou 3 jours, moi j'ai regardé sur une chaîne concurrente, je crois que c'était à Douala, je ne sais pas dans quel pays, dans quelle ville, des gens qui ont constitué un réseau de faux titres fonciers. On les a vus à la télévision. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que la pratique du faux est usuelle dans notre société. Le problème n'est pas à ce niveau. Parce que dans notre société, on est capable de faire beaucoup de choses, de mauvais. Moi, je voudrais plutôt apporter une autre lumière sur un point précis. Monsieur le directeur des domaines a été clair sur la question de la procédure. On le dit sans cesse, pas parce qu'on le dit en Bankolo aujourd'hui. Nous le disons tous les jours, je vous le dis tous les jours, toutes les occasions que nous avons pour pouvoir passer le message. Ce que je veux dire simplement, c'est que la question du faux, par exemple, on dit titre foncier, mais nous on parle d'irrégularité, on parle de régularité. La question c'est, les titres fonciers qui aujourd'hui sont constatés irréguliers, ont-ils emprunté le chemin de la procédure? C'est la question. Ces titres qu'on évoque aujourd'hui, M. le directeur l'a relevé tout à l'heure, est-ce que les étapes de la procédure ont été observées? Cela me surprendrait. Quand bien même cela aurait peut-être été fait, Parfait l'a dit, c'était un aspect spécifique, s'il y a une question de collision d'intérêts par d'autres moyens. Et c'est le cas, puisqu'il y a des collaborateurs sanctionnés. Oui, je suis encore sur la fraude, cher ami. Je suis encore sur la fraude. J'ai envie de dire ici que les titres fonciers peuvent être délivrés parce qu'elles ont fait fi en faisant fi de la procédure. Les arrangements sont possibles.
Et dans ce cas d'espèce, parce que là on est dans le cas de la fraude, ainsi que le prévoit les textes, dans ce cas d'espèce, même l'agent du MINCAF qui lui se retrouvait coupable dans cette collision, il est frappé. C'est ça l'objet de cette décision. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de parité entre la fraude qui implique la faute de l'administration. L'un et l'autre sont frappés dans le cas d'espèce. Les fraudeurs, les usagers qui ont peut-être utilisé les voies de fraude, c'est pas très difficile. Il peut y avoir des arrangements individuels qui font fi de la procédure. Ça me surprendrait beaucoup que cette procédure ait été respectée. Donc les arrangements sont possibles par le biais de l'argent, par le biais des, j'ai envie de quoi, de convenances sociales, familiales, personnelles. Donc cela est possible. Donc quand moi j'entends parler de titre foncier, je pense qu'il faut qu'on parle d'un titre foncier qui a respecté d'abord la procédure. Au cas où ce n'est pas le cas, dans ce cas, si jamais un agent de MINCAF se retrouvait dans la collusion, lui-même est exposé à travers sa responsabilité par les sanctions qu'il encourt. On y est, on le fait tous les jours, on ne l'a pas seulement fait en banque. Oui, c'est vrai, j'ai envie de dire que nous parlons beaucoup du titre foncier et des procédures pour acquérir un titre foncier. C'est pas à proprement parler le titre foncier qui a causé les morts de Bankolo. Ce qui a causé les morts de Bankolo, c'est que des gens se sont installés dans une zone à risque, et je mets même risque entre guillemets, parce qu'en principe, s'il n'y avait pas eu ce lac suspendu au-dessus, que personne n'a jamais contrôlé, ou contrôlé la fiabilité du mur, on n'aurait pas vraiment su que c'était une zone à risque, parce que ce n'est pas une pierre qui a déboulé d'une colline, telle qu'on le voit. Le truc, l'affaire est à un autre niveau, c'est qu'il faut une veille. Il y a des services déconcentrés. Il y a les communes, comment on les appelle, les collectivités territoriales décentralisées, qui doivent assurer une veille. Parce que, pour prendre le cas de Yaoundé par exemple, il y a ce qu'on a appelé à l'époque une ligne verte. Par exemple, au-dessus de laquelle, sur les collines, sur les hauteurs de Yaoundé, on ne devait pas avoir des constructions d'habitation. Mais ces lignes-là sont violées depuis un moment. Et pour vous dire le peu, c'est pas n'importe qui construit là-bas. On voit le style des maisons qui est à ces endroits-là, ce ne pas des petites constructions. Or, normalement, il était dit que ces zones-là étaient des zones interdites d'habitation. Donc, à ce niveau-là, si on se met à parler de la procédure du site, il y a des quartiers à Yaoundé qui n'ont même pas de titre foncier où des gens vivent. Il n'y a jamais eu d'éboulement, il n'y a jamais eu ci ou ça, mais les gens sont là. En attendant qu'on ait constaté si le titre était bon ou pas. Le truc est que les gens construisent sur des zones à risque et personne ne leur dit rien. Parce qu'il n'y a pas de la veille. C'est ça. Si les services de mairie, qui doivent normalement délivrer des permis de bâtir à tout individu qui voulait se bâtir une maison, faisaient leur travail et sillonnaient les quartiers et toutes ces zones-là pour savoir que ici, tel ne doit pas construire. Et même là où c'est constructible, est-ce qu'il a le permis de bâtir? Quel est le plan de la maison qu'il va bâtir ici? Quels sont les matériaux qu'il va utiliser? On n'assisterait pas à ces effondrements d'immeubles à gauche, à ces éboulements à droite et tout le reste. Donc si on restait seulement sur la procédure d'acquérir un titre foncier, il y a des gens qui vivent sans titre foncier, mais qui ne connaissent pas des éboulements, qui ne connaissent pas le... C'est cette veille-là qu'il faudrait instaurer. Les services déconcentrés du ministère des Domaines, les services du cadastre et des mairies, parce que le mairie a souvent son petit service de cadastre. Si ces services-là faisaient exactement leur boulot dans ces quartiers à risque-là, par exemple seulement sur les hauteurs de Yaoundé, on n'allait pas avoir, et qu'il y a encore d'autres risques à ce jour-ci. J'ai eu vent d'un document qui circulait entre la mairie de la ville et le ministère de l'Habitat qui signalait les zones à risque dans tous les arrondissements de Yaoundé. Oui, ce qui nous amène à parler des titres, c'est justement que c'est des zones déclarées impropres à l'habitation. Malheureusement, dans ces zones, il y a des gens qui ont quand même... Sauf que les gens sont déjà là et il va maintenant falloir penser à une procédure de délocalisation, ce qui n'est pas le plus simple. Oui, nous on dit, on répète, cette procédure, les documents déclarés prétendument officiels sont douteux à notre niveau. C'est la raison pour laquelle quand des missions d'enquête, je voulais vous le dire, qu'au-delà de Bankolo, des missions d'enquête sont déployées au quotidien au MINCAF pour aller non seulement régler les problèmes de litige, mais également aller faire des constats sur des situations qui peuvent être litigieuses. Et quand elles sont portées au niveau de l'administration du MINCAF, au niveau de la décision, au niveau de monsieur le ministre, on établit tout de suite l'option administrative qu'il faut prendre. Sauf que ces constats-là ne sont pas toujours suivis d'action. On a vu des croix de Saint-André qui ont fait 10 ans sur les mêmes maisons et les gens habitent toujours. Mais ça, c'est les permis de conduire. Non, les permis de bâtir. Je vais désigner personne. C'est d'un domaine qui ne concerne pas le ministère des Domaines, du cadastre, des affaires foncières. Oui, monsieur Déter, avant qu'on passe peut-être... Oui. La fraude, vous avez longtemps parlé de fraude. La fraude peut avoir plusieurs visages. Elle peut être constatée par le juge,
comme elle peut être constatée par l'administration. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez ce qu'on appelle la fraude en matière foncière. Vous avez un individu qui, pour recevoir la commission, s'arrange avec tous ceux qui sont les autorités traditionnelles peut-être et quelques individus pour dire que ce terrain était celui de mes aïeux et les mises en valeur qui y sont les siennes, alors que c'est au contraire. Et tout le monde dit ok, c'est ça. Même la commission n'y voit. La commission va le noter. Oui, non, elle n'y voit que du feu et elle va dire ok, toutes les personnes ici sont d'accord sur le fait que ce sont ces mises en valeur, alors la procédure d'immatriculation directe va se poursuivre. Et là, l'État est induit en erreur. Il est induit en erreur. Et lorsque le véritable, celui qui est légitimement apte à pouvoir demander l'immatriculation se constate, il va donc saisir l'État. On va parler de fraude du bénéficiaire qui a entraîné la faute de l'administration. Voilà ce que je voulais que vous compreniez. L'un des faits marquants de l'actualité de cette semaine, c'est bel et bien le cinquantenaire de l'ESTIC, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Un événement grandiose qui a pu établir un lien intergénérationnel entre les diverses promotions de l'ESTIC. On a également, à travers cet événement, on est arrivé à promouvoir l'excellence dans l'enseignement des métiers de l'information et de la communication. Je voudrais vous proposer de regarder le directeur de l'ESTIC, le professeur François-Marc Mojom. Nous célébrons l'excellence. Nous voulions que le président de la République, qui nous a fait l'immense honneur d'accepter de parrainer ce cinquantenaire, voit ces images et soit fier de nous. Je pense que nos équipes ne s'en sont pas si mal sorties et j'en suis très heureux. Très heureux. Je dois dire que nous avons surtout voulu saisir l'occasion pour, avec les pays qui ont contribué à la fondation de l'ESTIC, saisir l'occasion pour nous féliciter de l'évolution de cette institution. Une institution qui aura formé de nombreux journalistes, non seulement au Cameroun, mais dans les pays frères comme le Tchad, le Gabon, la RCA, le Rwanda, qui auront été avec nous les premiers à décider de mettre sur pied cette institution de formation des journalistes. Alors vous avez noté la présence avec nous des membres du gouvernement de la Centrafrique, du Tchad et les représentants du Gabon qui sont venus également prendre part à cette célébration et j'ai également tenu à les remercier d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été l'occasion pour tout le monde d'exalter le rôle qu'aura joué l'ESTIC dans la formation des journalistes et aussi de souligner l'évolution du cadre académique de cet établissement qui n'est plus uniquement arrivé au journalisme, mais d'autres filières se sont ajoutées au journalisme initial. Ça a été rappelé par le recteur de l'université. Alors, ça a été également pour moi l'occasion de rappeler un certain nombre de principes qui sont nécessaires au métier du journalisme. Je pense que au moment où aujourd'hui on constate des dérives, des dérapages dans l'exercice de ce métier, il est bon que les journalistes en formation ou ceux qui sont déjà sur le terrain ne s'écartent pas de l'éthique et de la déontologie du journalisme. Il en va de la crédibilité de ce métier qui est important. Il en va de la noblesse de ce métier qui est important dans la société. C'est ça qui va garantir le respect que l'on vous doit dans nos sociétés. Alors, j'ai très rapidement également saisi l'occasion, au nom du chef d'État, pour rappeler
ces principes à nos journalistes. Il y a bien évidemment aussi le grand défi du moment qui est la digitalisation. Il faudrait que nos journalistes s'approprient aujourd'hui la digitalisation dans l'exercice de leur métier. Je rappelle que le président de la République était représenté à cette célébration par le ministre René Emmanuel Sadi que vous venez d'entendre, qui resituait donc le cinquantenaire de l'Estique dans son contexte. Mais tout à côté de lui, il y avait le ministre de la Communication du Tchad et celui de la RCA. Et ils ont profité de leur passage à Yaoundé pour vivre les moments forts du cinquantenaire de l'Estique. En même temps, ils ont discuté avec les responsables de la CRTV, ils ont visité la radio, la maison de la radio et le centre de production en baladeur. On va écouter les deux membres du gouvernement venant de la Centrafrique et du Tchad. L'objectif de cette visite ici au sein de CRTV qui s'est arrimé par rapport à la cérémonie marquant le cinquantenaire de l'Estique, qui est une institution internationale de la sous-région. Le mobile de cette visite aujourd'hui au sein de CRTV, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons approfondir nos relations, surtout dans le domaine de la communication, et mutualiser aussi les efforts au niveau de la sous-région, au niveau de la CEMAC déjà. C'est pour ça que nous avons eu échangé avec l'équipe de CRTV pour voir comment est-ce qu'on va faire pour essayer de mettre en place un acte administratif qui pourra nous permettre de travailler la main dans la main au niveau de la sous-région pour la montée en puissance de la communication déjà au niveau de la sous-région et au niveau du continent. Célébrer la coopération régionale et transmettre les salutations du chef de l'État tchadien à son homologue, le président Paul Biya, au peuple et au gouvernement du Cameroun pour l'excellente relation qu'il y a entre les deux peuples. Et l'exemple a été la réussite de l'Estique, qui est une école régionale, et ça a été l'occasion de notre venue ici. Nous en avons profité pour justement discuter aussi avec un certain nombre d'autorités camerounaises, et notamment la CRTV, pour que nous mettions en place un certain nombre de programmes communs d'échange en termes de ressources humaines, en termes de changement de programme, parce que les deux peuples sont contigus et ils sont les mêmes. Et nous avons donc proposé un projet d'accord de partenariat entre la CRTV et l'Office national des médias audiovisuels du Tchad, l'ONAMA, et on espère que ça va prospérer pour le bien vraiment des deux peuples, et aussi dans le cadre de la technologie, puisque le Cameroun est avancé notamment dans le cadre de la mise en de l'analogique au numérique. Donc c'est autant de questions qu'on souhaiterait qu'ils soient pragmatiques et qu'ils puissent être rapidement mis en œuvre. C'est l'enjeu majeur de notre discussion aujourd'hui. Selon le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, les conflits fonciers représenteraient 85% des affaires enrôlées au niveau des juridictions administratives et 65% pour ce qui est des juridictions judiciaires. La catastrophe survenue en Bankomo relance en quelque sorte le débat sur la délivrance des titres fonciers irréguliers. L'administration est pointée du doigt et accusée de délivrer des titres fonciers sur des espaces marécageux et sur les montagnes. Sam Soliété, vous le savez aussi, hein, on estime que c'est vous qui créez tous ces désordres-là. Le cas des 127 titres annulés à Campo sur le site de l'exploitation des mines nous parle encore. Oui. Est-ce que le ministère des Domaines n'est là que pour régler des problèmes qui ont été créés en amont? Oui, c'est vrai. Vous savez, dans la dynamique quotidienne d'une administration comme la nôtre, plusieurs actes peuvent avoir été posés et lorsqu'il est découvert qu'ils ont été élaborés de manière irrégulière, je crois qu'au lieu de s'en cacher, il faut mieux sanctionner, mieux vaut tard que jamais. Il y a toute une dynamique derrière. Je vous ai dit, le ministre a pris une série de lettres circulaires pour repréciser les textes, pour que l'esprit et la lettre des textes soient connus de ses collaborateurs et même de tous ceux qui participent de la mise en œuvre des procédures en matière foncière et domaniale. Alors, il arrive donc que dans le cadre de ces enquêtes et de tout ce qu'il demande aux uns aux autres de faire, de ressasser, qu'on retrouve
des titres fonciers qui ont été irrégulièrement établis. Je voudrais que vous sachiez que ce n'est pas des opérations ponctuelles. C'est un travail de SAP qui a commencé et je peux vous dire qu'au fur et à mesure que les rapports qui dénoncent les irrégularités seront acheminés au MINCAF, les titres fonciers seront retirés. En même temps, on conforte les titres fonciers qui ont été bien élaborés mais qui sont contestés. Donc, au niveau du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, il est question de ramener tous les documents qui sont délivrés au juste, c'est-à-dire de les arrimer à la loi et au texte. Donc voilà la dynamique qui est la nôtre. Alain, la question des titres fonciers touche quand même de gros intérêts. Est-ce que le ministère des Domaines a les mains libres pour conduire cette dynamique? Vous avez évoqué une dynamique au niveau de la communication, au niveau de l'action même du ministère des Domaines. Oui. La légalité, la référence à la loi, et puis les prérogatives institutionnelles, républicaines. Qui est au-dessus de la loi? Même pas le multimilliardaire. Non, je crois que le débat qu'il faut clairement afficher, affirmer aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable croisade contre les mauvaises pratiques en matière foncière au ministère des Domaines. Que ce soit du côté des populations, des usagers, davantage et particulièrement du côté des agents de MINCAF. Cette ligne-là, du moins de ce que nous observons aujourd'hui au MINCAF, je peux vous le garantir, elle est maintenue, elle est respectée. Ce n'est pas un effet d'annonce? Non, du tout. Du tout. La preuve, toutes les stratégies de contournement qui ont été développées par-ci, par-là, de quelque endroit que ce soit, se heurtent non seulement à la légalité, mais à la volonté ferme de celui qui dirige ce département à pouvoir appliquer la loi, rien que la loi. Alors, maintenant, je veux quand même partager le point de vue de Christian tout à l'heure, et même Georges Parfait qui disait que parfois, ces actions qui sont entreprises ne sont pas conduites jusqu'à leur terme. Est-ce qu'on peut dire, partant du cas de Mbankolo, que Yaoundé, dans les jours qui viennent, fera l'objet des enquêtes, de telle sorte que d'autres sites qui sont censés être dangereux, impropres à la Constitution, qu'on puisse, en attendant peut-être un drame, qu'on puisse déjà identifier ces sites-là, et je ne veux pas prononcer le mot, peut-être faire partie de ceux qui occupent ces sites-là. Attendez-vous là, vous posez une question qui est, on va dire quoi, assez transversale, hein, parce que faut bien le dire, clairement le dire ici. Parfait l'a dit, nous ne voulions pas le faire nous-mêmes, parce que, vous comprenez, suivez mon regard. La question foncière aussi intègre une dimension transversale, c'est-à-dire qu'un travail de chaîne, où des responsabilités organiques sont engagées. Sur la question foncière, monsieur le directeur des domaines, vous l'a fait remarquer, même au niveau des immatriculations, vous avez une représentation multiple au niveau institutionnel. Il n'y a pas que le MINCAF. Il y a d'autres administrations. C'est peut-être ce qui rend la tâche difficile. Bon, le MINCAF peut avoir l'impression de vouloir travailler, entreprendre des actions, mais parce que les autres administrations ne bougent pas, ça ne marche pas. Nous ne le disons pas clairement, nous disons que nous prenons nos responsabilités. Le ministère des Domaines assure et assume ses responsabilités. Que ce soit dans les pratiques procédurielles, que ce soit dans la nécessité de restaurer la légalité. C'est ce qui est fait chez nous. Nous balayons notre cours. Nous ne nous occupons pas du voisin. Christian, Georges Baffet, est-ce que vous voyez que le cas de Mbankolo peut nous servir de prétexte pour régler un problème qui est là, qui existe? L'occupation des sites dangereux. Je voudrais ajouter une chose. Hein. Il faut peut-être une étude statistique, on ne l'a peut-être pas encore fait, excusez-moi de pouvoir insister là-dessus. Vous avez des établissements, des constructions sur des espaces, parfois, qui sont non immatriculés, c'est-à-dire qui n'ont aucun titre d'immatriculation, mais les gens font ce qu'on appelle occupation de fait. Bon, je réponds à la question que vous m'avez posée, c'est vrai. Je vois très mal le gouvernement résoudre définitivement ce problème. Il est aujourd'hui pris entre le marteau et l'enclume, entre des populations qu'il évite de frustrer à travers des déguerpissements massifs, parce qu'il faut bien dire que si aujourd'hui l'État veut dégager toutes ces personnes qui occupent des zones à risque, ça créerait un véritable remous social
Peut-être que l'État veut éviter cela. Les collectivités territoriales, on a parlé tout à l'heure des communes. C'est elles en principe qui devraient mener ce combat dès la base, au niveau local, en identifiant toutes les populations qui vivent sur les endroits. Mais ces gens sont identifiés, Christian. Oui, mais le problème, même ceux qui ont beaucoup d'argent qui occupent ces zones-là. Vous parlez des croix de Saint-André qui font 40 ans. C'est l'incapacité, donc, après d'avoir mis la croix de Saint-André, de déguerpir ces populations qui posent problème. Peut-être parce qu'on ne veut pas frustrer un électorat, peut-être parce qu'on a peur que sa commune soit au centre de l'actualité avec des déguerpissements massifs et tout ce qui peut conduire en termes de détestation entre guillemets des gouvernants. Le gouvernement est pris un peu dans les taux de toutes ces tensions qui pourraient survenir, mais il faut le faire, à mon sens. Il faut partir un peu à la suite de ce qu'Alain disait tout à l'heure, oui. C'est vrai, où il disait que tout le monde doit balayer devant sa cour. Moi, je dis il faut toujours, j'en appelle encore aux communes et tout le reste. Et dans ma préparation de cette émission, j'ai eu vent d'un document en préparation que le maire de ville a décidé de soumettre au ministère de l'Habitat et qui va en 6 points stratégiques où il faut délocaliser les populations qui habitent ces zones à risque dans les 7 arrondissements de Yaoundé. Le document prévoit même de donner les noms et d'identifier clairement les sites en question. Là, les mairies vont vraiment se mettre à l'œuvre et agir. Sauf qu'il y aura le problème de la relocalisation. Il faut réaménager des sites pour accueillir tous ces gens qu'on va enlever sur ces sites à risque-là. Bon, partant du fait déjà que s'il y a titre, si jamais il y a titre, ces titres-là seront retirés. C'est le thème consacré, ils ne seront pas peut-être annulés, mais ils seront retirés. Après, il va donc falloir faire une réalisation d'un aménagement paysager de ces sites-là. Parce qu'après, pour qu'ils ne soient plus occupés, un peu comme on a vu avec le site d'Intaba, lorsqu'on a cassé, il a fallu faire des réaménagements pour ne plus attirer les gens à revenir s'installer. Sinon, ça va redevenir des espaces qui, après 10-15 ans, sous une autre administration, on va voir des gens qui reviennent et personne ne fera rien. Parce qu'il faut bien admettre que la situation du ministre des Domaines en ce moment, qui est en train de corriger pratiquement les erreurs qu'il y a eu avant, où on a délivré des titres, c'est pas un travail facile. Moi, je suis pas là pour le défendre, là déjà, deux collaborateurs qui sont là pour ça. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Vous avez évoqué le problème de Campo tout à l'heure. Il y a eu un autre problème à Kribi à l'époque, parce qu'on a connu un phénomène dans ce pays où, lorsque les gens étaient au courant, qui avaient un grand projet d'intérêt public quelque part, ils allaient immatriculer des terres pour après être... Attendre des indemnisations, oui. Donc c'était ça le problème. Et le ministre actuel est en train de vouloir corriger tout ça. Et ce n'est pas une tâche facile parce qu'il y a eu beaucoup d'intérêts en jeu. Ce n'est pas toujours le commun des Camerounais qui allait acquérir ces terrains-là et qui établissait des... C'est vrai, j'ai été coupé. Je vais rapidement terminer en disant que c'est tout cela qui fait la difficulté pour l'État. Ça reste une question de volonté, oui, Christian. Je suis d'accord. Mais moi, je vois l'État un peu frileux sur la question. On parle de dynamique au ministère des Domaines. Oui, mais sauf que la dynamique, on a du mal à la voir réellement implémentée. On a déjà recensé toutes les zones à risque de Yaoundé. Je vous mets au défi, hein, je prends ça sur moi, que rien ou rien de grand ne sera fait dans les jours à venir. On aura certainement une autre catastrophe parce que ces travaux qui sont faits, on en parle depuis longtemps. On en parle depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on voit les gens construire sur les villes, ce n'est pas aujourd'hui qu'on met les croix de Saint-André, mais à la fin, rien n'est fait. Et chaque fois qu'il y aura catastrophe, on fera des communiqués, des descentes, des réunions, des débats sur l'habitat social et autres. Et à la fin, il y aura quasiment rien. Voilà. Oui, moi je dirais que le gouvernement a tous les moyens pour pouvoir juguler cette question assez préoccupante que sont les installations anarchiques des populations dans les zones impropres à la construction. Je voudrais pour preuve cette dynamique, cette synergie d'action qui a été impulsée par le Premier ministre chef du gouvernement et à la suite de laquelle le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a saisi les 58 préfets de la République pour qu'en collaboration avec les autorités municipales compétentes, que des titres fonciers qui seraient identifiés dans toutes les zones réputées à risque lui soient communiqués avec des dossiers
qui prouvent ces installations. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, c'est une dynamique, il y a un travail de fond, c'est pensé, et à ce moment-là, on va constater la nullité. Lorsque c'est dans le domaine public, lorsque une procédure idoine n'a pas été respectée, on parle de constat de nullité. Mais lorsque c'est un titre foncier qui a fait l'objet d'une fraude, par exemple, on va le retirer. Alors, on va accepter qu'il y a cette dynamique au ministère des Domaines, du cadastre des affaires foncières, parce qu'on se rappelle qu'au cours du conseil de cabinet du 28 avril 2022, on avait dit qu'afin de juguler les ventes illégales des terres du domaine national, le ministre des Domaines avait annoncé au cours de ce conseil la suspension des transactions foncières dans 21 départements du Cameroun. 2022, 2023, c'est un autre défi. C'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce que le ministère a les mains libres pour conduire ces actions qui mettent quand même en face de vous de gros intérêts financiers? La tâche est forcément laborieuse. Cela va sans dire. Mais il y a une volonté derrière. On n'arrête pas de le dire. Il y a une dynamique. Il y a des référentiels. Il y a des textes. Il y a des procédures. Maintenant, vous faites bien. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais je vais le rappeler. La terre a des enjeux. Des enjeux de survie, des enjeux d'intérêt économique, etc., etc. Pour dire que tout le monde aspire à avoir accès à la terre. Mais il faut comprendre, nous le redisons ici, le principe de l'accès à la terre au Cameroun, il est ouvert, il est libre, il est possible. Le ministère des Domaines s'emploie à mettre en place toutes les passerelles ainsi que prévoir les textes pour que ces possibilités-là soient accessibles aux uns et aux autres. Mais nous le rappelons sous la foi des textes. Le vrai problème, Séverin, il faut qu'on se le dise. J'ai bien écouté les arguments de mon copain léniliste. Le vrai problème, c'est que au-delà de tout ce que vous estimez comme élément exogène, l'argent, le trafic d'influence, patati et patatras, il y a que chacun a droit d'avoir accès à la terre. Et il faut le dire ici, chacun peut avoir accès à la terre. Mais chacun doit chercher à avoir accès à la terre, disons-le simplement, en respectant les procédures. C'est aussi simple que cela. Parce que les affirmations de la nature de dire des gens ont des titres fonciers, mais il y a tel ou il y a tel problème. Moi je vous dis, quel titre foncier? Des titres fonciers, on peut se les faire par plusieurs moyens. Et il y a la contrebande, il y a le faux. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la ville de Douala l'autre jour, on a vu des titres fonciers. Mais les gens vont dire qu'ils ont un titre foncier. Mais c'était un réseau qui se constitue. Non, monsieur, vous ne niez pas quand même que parfois il y a des titres fonciers qui ont été émis doublement sur les mêmes parcelles. Ça, c'est un autre aspect. Je vous réponds sur ce point. Je vous réponds sur ce point. Je vous réponds sur ce point. Je connais un cas personnel. Oui, cela est possible. À notre sens, pour deux raisons. Soit il y a une légèreté au niveau des précautions techniques d'ordre cadastral, par exemple. C'est pour cela que la question de l'état de la commission consultative est capitale. Parce que quand la commission descend, elle a la possibilité de faire établir si l'espace est occupé ou pas. Mais si vous faites des arrangements avec des individus, espèces sonnantes et trébuchantes, vous êtes en train d'amputer cette étape qui est essentielle, celle de la descente de la commission consultative. Parce qu'elle, elle établit, elle évalue. S'il y a quelqu'un qui est déjà propriétaire de l'espace, la commission pourra l'établir. Mais si vous transgressez cette étape, si vous la contournez avec les facilités que vous permettent votre argent, ça va être compliqué. Le titre foncier lui sera certainement délivré. Mais le jour où il y aura un incident, ce qui va se passer, c'est que l'État va prendre ses responsabilités, ses prérogatives, pour chercher maintenant à établir ce qui se passe sur cet espace qui peut être querellé. Et je peux vous le garantir, ainsi que dans le cas d'espèces sur lesquelles nous sommes en train d'aborder le sujet d'aujourd'hui, s'il y a des irrégularités, les conséquences vont suivre. Et ça, c'est simplement le respect de la loi et la restauration de l'autorité de l'État. Oui, c'est l'État. Oui, pour compléter ce que M. Massoka vient de dire, c'est qu'il pouvait avoir plusieurs titres fonciers sur un même espace. Mais l'État a donc engagé
un processus de modernisation des outils techniques qui permettent de délimiter les espaces soumis à la procédure d'immatriculation. Ainsi, depuis, je vais parler un peu techniquement, depuis le rattachement, la création du réseau géodésique national unique, dans le rattachement de toutes les coordonnées aux satellites, il est de plus en plus difficile aujourd'hui d'avoir un même terrain immatriculé deux fois. Parce qu'une fois qu'un terrain est immatriculé et qu'il a fait l'objet d'un rattachement, cet espace, pour qu'il puisse à nouveau être immatriculé, le précédent doit être annulé. Donc, les vieux titres fonciers qui n'ont pas encore fait l'objet de rattachement sont ceux-là sur lesquels les nouveaux titres fonciers peuvent être frauduleusement établis. Alors, monsieur le directeur, je voulais qu'on revienne sur la suspension des transactions foncières dans 21 départements qui avait été annoncée en 2022. Est-ce que techniquement, cette action-là a commencé sur le terrain? Oui, elle a bien commencé. Il y a un filtre au niveau du ministère. Maintenant, il faut des autorisations. Et je peux même vous dire que le nombre a augmenté. Nous sommes au-delà de 21 départements. Et cela permet de resserrer un peu la frénésie à l'immatriculation, à l'accaparement des terres. Permet de voir si la collectivité est régulièrement constituée. Ce processus permet également de voir si les espaces convoités ont été mis en valeur. Si ces espaces ne sont pas trop grands par rapport au projet envisagé, vous ne pouvez pas dire que vous voulez 5000 mètres carrés pour construire une maison qui a une valeur de 10 millions. Donc, pour vous dire qu'on commence à voir des fruits de cette dynamique qu'a impulsé le ministre depuis 2021, et je peux vous dire qu'on a limité l'accès à cette terre aux personnes qui n'y ont pas droit. 50 ans après la première édition au Kenya, les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ont pu se tenir cette année en Afrique, précisément à Marrakech, au Maroc. Le Cameroun y était représenté par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et le ministre de l'Économie, Alamine Ousmane Mey. Une occasion de réaffirmer l'engagement de notre pays dans la voie des réformes conformes au programme conclu avec le FMI aux besoins d'une croissance inclusive. Regardons le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, sur la participation du Cameroun à ces assemblées annuelles. Il faut rappeler que le Cameroun fait partie des États membres du FMI et de la Banque mondiale, et lorsque ces deux institutions organisent des réunions comme celle-ci, il s'agit de ce qu'on appelle les assemblées annuelles. Il est normal que tous les pays membres y participent, et c'est dans ce cadre que le chef de l'État a bien voulu que le ministre de l'Économie et moi-même participions à ces assemblées. Le directeur Afrique du FMI a félicité la délégation camerounaise pour les efforts qui ont été faits, a appelé la délégation camerounaise à jouer le rôle que cette délégation joue dans le cadre de la CEMAC, parce que voyez-vous, si le programme économique du Cameroun ne réussit pas, il ne faut pas s'attendre à ce que le programme économique de la CEMAC réussisse. Bon, on a surtout essayé de voir ce qui pourrait apparaître pour certains comme la quadrature du cercle, c'est-à-dire que vous avez des dépenses sécuritaires financées, parce que nous avons encore cette crise sociopolitique que vous connaissez, qui entraîne beaucoup de dépenses sécuritaires. Au même moment, on vous demande de ne pas accroître votre dette, mais vous savez aussi que le prix du pétrole est encore en train de repartir vers la hausse, et s'il repart vers la hausse, ça veut peut-être dire que si on n'augmente pas les prix à la pompe, il faudra encore payer des sommes extrêmement importantes pour ce que nous appelons le soutien, c'est-à-dire les subventions que nous payons pour que le prix à la pompe n'augmente pas. Ça veut dire qu'on a encore besoin de pas mal de ressources, plus particulièrement le Cameroun, comme tous les autres États de la CEMAC d'ailleurs, est entré sous programme avec le FMI dans les années 2017. Je n'ai pas envie de revenir sur le détail de ces programmes, mais il faudrait peut-être rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier,
oublier que nos pays avaient atteint un niveau de crise qui était extrêmement fort, au point où on commençait à envisager une dévaluation du franc CFA. On a tendance à l'oublier. Et le président Biya, d'ailleurs, a appelé ses frères, les autres chefs d'État d'Afrique centrale. Ils se sont rendus à Yaoundé, le FMI était présent, etc., etc. Et il a été décidé à ce moment-là que les États de la CEMAC devaient tous conclure un programme avec le FMI. 2 étaient déjà sous programme, la RCA et le Tchad, mais il a été demandé que les autres concluent également ce programme. Et depuis ce temps, les choses se sont quand même améliorées. Hein. On parle de moins en moins de la dévaluation du franc CFA, ce qui est déjà un résultat somme toute appréciable. Maintenant, il y a d'autres problèmes qui se posent, la consolidation budgétaire, réduire les déficits, parce qu'il faut le comprendre, plus vous avez un déficit extrêmement fort, plus vous avez tendance à vous endetter pour combler les déficits. Donc un pays comme le Cameroun a beaucoup évolué sur ce plan-là, parce qu'on est parti d'un déficit d'à peu près 5% du PIB à un chiffre qui oscille maintenant autour de 0,9%. Donc si je ne prends que ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits. Cette consolidation budgétaire doit se poursuivre. Le Cameroun devrait également améliorer la part de ce qu'on appelle les recettes non pétrolières, la pression fiscale, parce qu'elle est encore un peu faible. Et souvent, quand on dit accroître la pression fiscale, beaucoup pensent que ça veut seulement dire augmenter les impôts que chacun paye. Alors que ça peut aussi vouloir dire élargir la base imposable pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui payent. Hein. Si on élargit cette base imposable, nous pouvons engranger beaucoup d'autres revenus. Mais à l'heure actuelle, je crois qu'il y a des défis extrêmement importants qui tournent autour de la lutte contre la pauvreté. Parce que voyez-vous, on peut améliorer les indicateurs économiques, mais il faudrait que, au niveau des populations, on sente un mieux. Donc là aussi, ça fait partie des objectifs qui ont toujours été fixés par le chef de l'État, à savoir une croissance inclusive, c'est-à-dire une croissance qui ne laisse pas certains citoyens en dehors du développement, et nous travaillons également dans ce sens. C'était donc le ministre Louis-Paul Motazé. Alors, on revient sur notre sujet. Quand on tient compte des logiques socio-spatiales qui conduisent à l'installation croissante des populations dans les espaces dits impropres à la construction, il ressort de l'étude menée par Rose Mediebou Chindi, intitulée « Problématique foncière à l'occupation de l'espace autour des monts Bankolo » et à Kokndou, c'est toujours à Yaoundé. Il ressort que les dynamiques de la population autour de ces monts sont alimentées par des mouvements migratoire et une saturation foncière en milieu urbain. La population est très souvent consciente d'y vivre dans l'illégalité et la marginalité. Ignorant les risques encourus, elle s'obstine à occuper et exploiter ces monts, s'exposant à des risques naturels malheureusement méconnus, ce qui renforce leur vulnérabilité et l'insécurité foncière. C'était une étude scientifique et ça pose le problème de l'occupation de l'espace dans cette ville de Yaoundé, peut-être ailleurs aussi. Comment sortir de là? Il faut respecter la loi, il faut respecter les textes. D'abord, il faut respecter la loi, c'est essentiel parce que sinon, les effets de la loi vous retrouvent. La loi, c'est la loi, il faut la respecter, nul n'est censé ignorer la loi. Première chose. Deuxième chose, et ça je le dis à mon confrère, non, il y a un problème de comportement aussi. C'est-à-dire que la mentalité doit pouvoir évoluer. Elle doit être accompagnée sans doute par la régulation, encore une fois. Parce que les gens, au quartier, on dit, aiment les raccourcis. Lorsque vous-même, vous allez vous installer dans une zone dite impropre à marécage, par exemple, à l'habitation, ben, écoutez, la loi n'a pas besoin de vous rappeler que vous êtes en danger. Oui, certains disent, il y a des problèmes de précarité par-ci, par-là, mais écoutez, la précarité est moindre que la mort, à mon avis. Donc il faut éviter. C'est pour ça que je parle de problème de comportement. Vous savez, il y a un ancien maire de cette ville qui lui était focus. C'est-à-dire il était déterminé à faire avancer des efforts sur l'urbanisation dans la ville de Yaoundé. On en a dit du bien ou du mal, mais il était dans sa responsabilité. Donc la question civique, la question du civisme. Et nous les médias, nous devons pouvoir accompagner, n'est-ce pas, cette dynamique de sensibilisation à travers, j'ai envie de dire quoi, justement, un travail de veille, un travail de vulgarisation. Nous devons pouvoir appeler
les populations à pouvoir éviter des établissements qui peuvent être déjà anarchiques, mais surtout nocifs et dangereux pour leur propre sécurité. Donc je crois qu'il y a cet attelage-là qu'il faut faire entre le respect de la loi, et là il faut des hommes de poigne. Je crois qu'au ministère des Domaines, nous essayons de le faire, et également des évolutions des comportements. Cet attelage-là est essentiel parce que, au-delà même des questions de sécurité, de vie humaine, il y a aussi les défis d'urbanisation. Est-ce que les gens se souviennent, ou est-ce que les gens se rappellent, ou se posent la question de savoir, en termes de prospective, comment seront nos villes dans 30 ans, dans 50 ans? On ne peut pas tout justifier par des problèmes de divers ordres. Il faut réfléchir d'abord sur sa sécurité, réfléchir sur le respect de la loi, mais réfléchir aussi sur la prospective. Notre société évolue. Demain, il y aura des générations de Camerounais. Comment feront-elles? Il faut également de la prospective dans la préoccupation de chacun. Christian, on peut sortir de ce bourbier? Si, on peut sortir par des actions vigoureuses. D'abord, j'invite les populations à épouser le cadre légal, que ce soit sur l'acquisition des titres fonciers ou sur d'autres aspects de la vie commune. Il faut que toutes les administrations concernées par les questions d'habitat, d'urbanisation se réunissent, que chacun ne balaye plus devant sa cour, mais que nous balayons tous ensemble devant notre cour commune qui est le Cameroun, afin de trouver une solution à ce problème de désordre urbain. Et ça passe par quoi? C'est vrai, ça peut-être dur de le dire, il faut déguerpir toutes les personnes qui se trouvent sur les zones à risque. Il faut évidemment penser comment les recaser. Mais la première solution sur le recasement serait d'aménager les villages. Parce que les gens fuient les villages avec tous les problèmes de route, les problèmes de développement qu'il y a dans les villages. Tout le monde va vers la ville, ça crée cet engorgement. Et lorsque les centres urbains sont engorgés tels qu'on voit, les gens cherchent la périphérie. La périphérie, c'est quoi? C'est les marécages, c'est la hauteur de collines. C'est la première des choses. C'est ce qui se passe en Bankomo, c'est en Bankolo. Voilà, peut-être que c'est prémonitoire ce que j'ai dit. On espère pas. Ce qui s'est passé en Bankolo est un échec collectif, que ce soit des populations, mais aussi de l'État. Et maintenant, il faut qu'au niveau du ministère des Domaines, qu'on poursuive, on intensifie les actions de retrait des titres fonciers frauduleux. C'est essentiel, c'est vital. Il faut payer un lourd tribut social, hein. Il faut aménager des espaces, hein. Chasser ceux qui ont occupé légalement ces espaces impropres à la construction, les relocaliser, etc. Ça devra prendre beaucoup de moyens. Ce ne sera pas une tâche aisée au vu du développement actuel de nos villes, quoi. Quand on prend seulement l'exemple de Yaoundé et des personnes installées dans ces zones dites à risque, ce ne sera pas du tout aisé, parce que Yaoundé, dans sa périphérie même déjà, est presque engorgé. Moi, je suis un peu en périphérie de la ville, je suis dans une banlieue non de la cité capitale. Il faut seulement voir le flux de monde qui vient vers Yaoundé le matin et qui rentre dans la soirée. Donc les sites de recasement vont se faire à des kilomètres. À des kilomètres. Et lorsque vous prenez par exemple le cas des populations qui habitaient cette zone de Mankolo, c'est des gens qui sont dans des petites activités, dans l'informel, dans des centres commerciaux tout autour de l'endroit où ils habitaient. Marché Mokolo, et marché Ligedjoa, pas Ligedjoa, marché du 8e, comme on l'appelle communément. Donc ça fait que s'il faut donc prendre ces personnes-là, et on dit, on va les relocaliser par exemple sur la route d'Ongoumou. Je prends un exemple banal, ou à Bingela. Vous voyez que ces personnes-là, ce sont généralement des personnes à des revenus pas très consistants, donc qui mènent des petites activités économiques au quotidien là, et qui généralement aussi, parce que ces habitations là, il faut le dire, ne sont pas des habitations très solides, c'est-à-dire c'est des petits, comme on dit généralement au quartier, découpés, cloués. Donc, le problème, c'est de faire un vrai programme d'urbanisation. Sauf que chez nous, lorsqu'on parle d'habitat social, on se demande bien à qui sert l'habitat social. Parce qu'il faut voir les appartements qu'on construit. Nous avons toute une société immobilière, mais allez voir qui y habite. Merci de le relever, Georges Parfait. C'est encore, même le simple enseignant, même déjà qui est un enseignant de l'État, ne peut pas habiter là parce qu'on y trouve même des secrétaires d'État qui ont rang de ministre qui sont encore dans des cités
à notre niveau là. Donc c'est pas évident du tout. L'habitat social est tout au Cameroun sauf social. C'est même un habitat d'élite parce qu'on se vante bien d'occuper un appartement dans un cancique. Donc tout ça est vraiment... Il faut repenser toute une politique. La meilleure maintenant, ce que le Cameroun peut encore faire, c'est de faire comme le Nigeria a eu le courage de le faire, l'Égypte est en train de le faire, c'est de créer une autre ville. On peut créer un autre Yaoundé ailleurs. Et ça, c'est possible. Délocaliser la capitale, c'est ça? Oui, délocaliser la capitale. Monsieur l'État, vous êtes convaincu que votre administration va continuer le travail qui est engagé et qui peut porter des fruits, un travail salutaire d'ailleurs. Et pourquoi devrais-je dire non? Face au gros bras, vous pourrez dire non. L'État est le plus gros bras que je connaisse. Donc, à ce sujet, je voulais tout simplement dire, en prenant déjà en mon compte tout ce que les panélistes ont dit, qui va vers des solutions positives pour qu'on n'ait plus de télégrammes au futur. Et mes propositions, c'est déjà de faire en sorte que toutes les administrations, au niveau central, au niveau décentralisé, puissent travailler en synergie. Chacun remplissant sa part par rapport à ce que, par rapport à ses missions. Je dirais, par exemple, en ce qui concerne les municipalités, qu'on puisse élaborer des documents de planification urbaine. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut un plan directeur d'urbanisme dans chaque ville. Il faut un plan d'occupation des sols dans chaque commune. Il faut des plans de secteur lorsque nous avons donc des zones comme celle-là, comme Bankolo. Quel est le plan? Comment on regresse? Comment on restructure? Est-ce qu'on rénove? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut ces plans. Et une fois que ces plans sont élaborés, il faut les partager. Pourquoi j'insiste sur le partage d'informations? Oui, on peut dire, dans la ville de Yaoundé, le plan d'occupation des sols prévoit que ce sont les industries qui doivent être logées dans cet espace. Le MINCAF ne dispose pas de ce document. C'est la raison pour laquelle vous avez des titres fonciers dans la zone maxime. Donc il faut ce partage d'informations et à ce moment-là, lorsque les procédures liées à l'établissement du titre foncier seront engagées, tout le monde sera conscient de ce que, à cet endroit, on ne peut pas délivrer un titre foncier. Nous arrivons au terme de cette édition de Scène de presse. Nous avons bien voulu comprendre le contenu du communiqué du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières qui constate donc la nullité d'un titre foncier sur le site sinistré en Bankolo et rectifie la superficie sur le même site. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec vous. Merci d'être venu. Merci à vous également qui prennent la peine de nous regarder et bon dimanche, si plaît à Dieu, nous nous retrouvons dans 7 jours.